Active la caméra. Activez la caméra. Les idiots عندهم caméra de. Allô, bonjour tout le monde. Si vous m'entendez, essayez de vous présenter s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous me voyez? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça ne vous dérange pas que je laisse la caméra? D'accord. Est-ce que vous voyez la première diapo du cours? Est-ce que vous la voyez? Attendez que je vais la mettre en diaporama. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez la diapo? La première diapo? S'il vous plaît, répondez par message. Répondez-moi par message. Très bien. Très bien. Très bien. OK. Donc, je vais commencer la partie ergonomie poésie en 5e année. Donc, au fur et à mesure, si vous avez des questions, donc là, je vous entends parce que j'ai mis quand même mon kit main libre. Donc, je pense que l'audio, ça peut passer entre nous. Je ne sais pas ce que vous allez faire l'essai, s'il vous plaît, juste pour avoir une idée. Bonjour. Bonjour. Un des cours, ici 11 heures. 6 heures. Excuse-moi, une minute, s'il vous plaît, oui. Je suis pas l'informaticien, parce que je viens de commencer, hein, William Bouzville, je pense qu'il doit terminer. À 10 heures. Hein. دوك شوف معاه مال برك الانفورماتيسيان. لا لا شوف معاه كاين بوكس فيد ديال 5 بوكس 4 بوكس. Man, allô, vous m'entendez? Là, parce que j'aimerais bien que vous activez l'audio. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez les poser directement sans passer par la conversation de groupe de Zoom. Ou si vous voulez qu'on garde toujours la messagerie comme vous voulez. Mais j'aimerais bien vous entendre, moi aussi. D'accord? Pas vous voir, pas vous voir, mais j'aimerais bien vous entendre, si vous pouvez le faire. Je voulais faire un essai. Bonjour, monsieur. Bonjour, là j'entends. Attendez. Oui, vous pouvez lever un petit peu la voix? J'essaie là. Oui, mieux, mieux. Si vous pouvez encore augmenter le volume, enfin le son pour que je vous En entende. fait, le problème, c'est dans mon kit main, donc je Moi pense aussi, je que, parle dans. Moi aussi, j'ai le kit main. Hein. d'accord, l'essentiel, je pense qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez nous entendre. D'accord, ok. Donc, Merci. parce que je veux pas faire les deux à la fois. Enfin, je peux le faire, c'est faire le cours en même temps lire les messages. Donc, j'aimerais bien vous entendre et ce serait mieux pour nous tous qu'il y ait quand même ce contact direct audio. D'accord? D'accord, merci. Ok, donc si vous avez des questions, bon, je vous laisse toujours le soin d'écrire le message en conversation si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez me poser la question directement en audio. Ça marche? On commence? On commence. Bon, le cours d'ergonomie, la partie ergonomie, là, elle regroupe 5 cours que j'ai déjà, que vous les avez déjà sur la plateforme Airlink. Cette fois-ci, donc, on passe en mode projection, donc c'est plus un résumé.
et plus un complément du cours d'ergonomie, donc avec des photos, avec des images et avec des flashs sur les parties les plus importantes. Vous allez voir qu'il y a des diapos que je vais essayer d'insister un petit peu sur mes explications. Il y en a d'autres que je vais passer rapidement, mais ça n'empêche, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'arrêter et je reprendrai la diapo qui vous intéresse le plus ou où vous avez des questions à poser. Donc, attendez que je relève ça. Ah, excusez. Voilà. Donc, on a vu déjà ça pour le cours sur la plateforme. Donc, on a dit que c'est l'ergonomie, c'est du grec gant, travail, nomos skillois, donc c'est l'adaptation du travail à l'homme. Donc, quel est le but de l'ergonomie a pour but donc de contribuer à réduire, et si possible, à prévenir les effets nocifs des conditions de travail sur l'organisme, bien sûr. Étienne Grandjean, donc en 68, il a défini l'ergonomie qui est une science interdisciplinaire. Elle comprend, c'est très très important, ces petites notions, donc la physiologie et la psychologie du travail. Je souligne aussi le terme de psychologie du travail. Le but pratique de l'ergonomie, le but pratique de l'ergonomie est l'adaptation du poste de travail, des outils, des horaires et des milieux ambiants aux exigences de l'homme, enfin aux exigences de praticien si vous voulez. Ça passe pas. Voilà, d'accord. Il y a des facteurs de charge. Les facteurs de charge, je peux les résumer entre contrainte versus astreinte. Ce sont des termes qui se posent et donc il y a une opposition et en même temps on peut, ces deux termes, les utiliser pour mieux comprendre l'ergonomie. Donc ce que le travail coûte à l'organisme humain. Les contraintes, qui sont plus le stress, sont les conditions dans lesquelles l'homme est amené à travailler. Par exemple, ce sont les contraintes thermiques, posturales, musculaires et ainsi de suite. À ces contraintes, le corps répond par quoi? Par des astreintes. D'accord. Quelles sont ces astreintes? Ce sont des manifestations biologiques. C'est accélération des rythmes cardiaques, respiration, sidation. Il y a aussi des manifestations psychologiques qui sont troubles de perception et des troubles cognitifs. Donc, pourquoi je mets contrainte versus astreinte? C'est que comment gérer ces contraintes, d'accord, tout en ayant au minimum ces astreintes, d'accord. Parce que cette façon, cette accélération des rythmes cardiaques, cette accélération des rythmes respiratoires et ces manifestations ou ces troubles perceptifs et cognitifs, à la longue, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Un, de deux, si on persiste euh, à voir ces manifestations, que ce soit biologiques ou manifestations psychologiques, on va droit aux maladies professionnelles. Donc, comment faire pour trouver un compromis entre ces contraintes et ces astreintes? Donc, pour les contraintes primaires, ils sont liés au lieu de travail et à la place dans l'entreprise ou dans le cabinet ou à la clinique, si vous voulez. Les contraintes secondaires sont liées à l'insertion dans la vie de la cité, sont liées à l'insertion dans la vie commune de tous les jours. Parce que si on a une activité professionnelle, cette activité professionnelle, on ne pourra jamais la dissocier de notre vie commune ou notre vie dans la société. Donc, si je dois résumer tout ça, dans les facteurs de charge, qu'est-ce que j'ai? J'ai les tâches physiques cognitives, j'ai l'interface, transport, récupération après travail, j'ai ma vie sociale, logement, vie familiale, loisirs, transformation, travail domestique et les vacances. J'ai mon espace de travail, ce sont les postes et les locaux de travail, temps, le rythme, la durée du temps et bien sûr l'environnement de mon travail qui peut être résumé à 3 points: acoustique, lumineux et thermique. Si on prend le premier point, qui sont les tâches physiques et cognitives, donc le travail est égal activité. Quand je dis activité, c'est une
activité qui est pénible quand même, parce qu'il y a une charge, il y a une fatigue, il y a la peine. Le travail physique exerce sur l'homme des contraintes de type neuromusculaire et énergétique. Ça, on le sait, d'accord? Le travail mental, maintenant, exerce des contraintes dans le domaine du traitement de l'information. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, très bien. C'est bien, c'est clair? Je peux continuer comme ça? Répondez-moi, oui ou non? Très bien, ok. Attendez que j'arrive. Dans les contraintes physiques, il y a le travail statique, il y a des positions de latéraux, position donc côté droite pour les droitiers, côté gauche pour les gauchers. Donc, il y a l'inclinaison de la tête, attention visuelle et manuelle soutenue. Il y a aussi le phénomène de monotonie, donc ce qu'on fait chaque jour. Pour le côté psychique, il y a la relation patient-praticien. Cette relation, elle n'est pas toujours facile parce que d'abord, il faut établir un dialogue avec le patient, ensuite s'adapter au patient, gérer l'anxiété du patient, d'accord? La crainte du lendemain, impression d'être seul, surtout si on travaille seul dans un cabinet, que ce n'est pas un cabinet de groupe ou dans un cabinet ou à la clinique. Attendez. Excusez-moi, que j'arrive. Voilà, donc là je reviens. Est-ce que vous voyez la diapo? Parce que j'ai perdu un petit peu, je l'ai perdu un moment sur l'écran. Madame, madame, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, d'accord? Revenez. Madame, c'est pour ça qu'elle me voulait. Attendez, comment j'admets les messages? Vous revenez, d'accord? Allô, on continue? Donnez-moi une confirmation audio, s'il vous plaît. On continue, vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Il y a des demandes de vos camarades qui cherchent. Attendez. Vous savez, c'est un nouveau système, donc on essaye de faire notre apprentissage. Ok, donc cette relation, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez avoir au début des difficultés, surtout à gérer les patients, parce que chaque patient est un cas à part, donc vous ne pouvez pas avoir un comportement standard pour tous les patients. Il faut s'adapter à chaque mentalité, surtout dans notre métier, là où il y a quand même cette anxiété. Et cette anxiété, malheureusement, elle peut être associée aussi à un phénomène d'agressivité de nos patients. Donc, c'est à vous de gérer tout ça. Donc, ensuite, il y a l'espace
qui comprend le poste et les locaux. Donc, il y a ce qu'on peut appeler aussi l'arthropométrie ergonomique. L'arthropométrie ergonomique est la technique qui concerne la mesure des parties dimensionnelles d'un homme. Cette discipline de l'anthropologie physique est particulièrement utilisée en ergonomie. C'est plus les dimensions. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les Asiatiques par rapport aux Germains, par rapport aux Allemands par exemple, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même posture. Donc si vous êtes en situation de constriction ou d'aménagement dans un cabinet dentaire, vous êtes obligé de prendre ces mesures qui sont universelles, qui sont standards pour chaque population ou pour chaque continent, et que les architectes généralement prennent en considération au moment d'aménager ou de construire un cabinet dentaire ou une clinique ou une structure de travail. Donc, il y a cette notion d'architecture, identifier la structure d'un cabinet dentaire afin de fournir à l'architecte des données suffisantes à sa réalisation. Vous notez très bien que dans un cabinet dentaire, on a quoi? Donc, vous avez une salle d'attente, vous avez un secrétariat, vous avez une ou deux salles opératoires. Généralement, on a besoin de deux salles opératoires. Pourquoi? Parce qu'avec deux salles opératoires, vous avez une réduction du temps mort entre deux patients et vous avez une gestion plus rapide d'urgence, traitement. Vous avez un traitement simultané de deux patients pour des petites interventions. Donc, vous pouvez prendre deux patients en même temps si vous avez une ablation de fièvre d'un côté ou faire un fissure sialente sur l'autre patient. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait quand même une désinfection de la salle et préparation pour l'infirmière. Vous accédez directement dans notre box et vous pouvez travailler. Ça vous donnera un gain de temps de l'ordre de 4 à 6 minutes, soit 40 à 60 minutes par jour. Une salle de stérilisation commune, si vous avez, excusez-moi, donc si vous avez, si vous voyez là, si vous avez deux fauteuils, donc il est préférable d'avoir une salle de stérilisation commune avec des fenêtres communicantes. Donc ça vous diminuera d'abord l'espace, vous allez avoir un gain d'espace et en même temps, une seule infirmière peut gérer les deux box en même temps. Et bien sûr, les sanitaires qui sont primordiales. Donc, vous avez dans ce cas précis, quelles sont les zones nécessaires à l'exercice? Dans ce concept d'organisation spatiale du travail, on a une zone clinique et paraclinique et on a une zone administrative où se passe l'accueil et le repos des patients. Dans ces conditions, c'est le respect des normes d'hygiène pour la gestion de ces deux zones. D'abord, il faut qu'il y ait quand même ce respect des normes d'hygiène, réduction des risques de contamination croisée. Quand je parle de contamination croisée, ça veut dire que c'est une contamination praticien, plutôt patient-praticien, praticien-patient, patient-infirmière, infirmière-patient. D'accord? Donc, c'est un cercle fermé qu'il faut toujours avoir en tête. Il n'y a pas que le patient qui peut contaminer le praticien ou l'infirmière, aussi le praticien et l'infirmière éventuellement peuvent contaminer le malade. Il y a ce qu'on appelle excusez-moi. D'accord. Il y a aussi les respects des principes ergonomiques, réduction du trajet. Donc, on ne va pas se balader dans un cabinet dentaire, il faut que les choses soient accessibles facilement. C'est un gain de temps aussi, ce qui va vous faciliter aussi le travail dans votre cabinet. Donc, je peux placer ou imaginer cet apprentissage spatial de travail autour d'un axe où l'acte opératoire il va s'articuler. Vous avez trois zones. Vous avez une zone, donc ça c'est l'acte opératoire, ce que vous voyez au milieu. Vous avez la première zone qui est la zone active, la deuxième zone qui est la zone semi-active, et vous avez la troisième zone, ce qu'on peut appeler la zone passive. La zone clinique, c'est la zone active. Là, où vous avez une salle opératoire, vous avez une salle de stérilisation et éventuellement une salle de radio
avec une salle, une chambre de développement, une chambre noire. Actuellement, on n'a pas vraiment besoin de ça parce qu'on travaille plus avec la radiovisiographie. Et vous avez un laboratoire local technique. Ce laboratoire local technique, il peut être un laboratoire euh, pour la prothèse ou bien un laboratoire pour l'hygiéniste si on a une hygiéniste dentaire, surtout pour faire de la prévention et la motivation à l'hygiène bucco-dentaire. Pour le praticien, la zone clinique, c'est là où il y a le plus d'investissement financier parce que là, vous allez trouver votre radio, vous allez trouver votre fauteuil, votre instrumentation, votre appareillage les plus chers. Donc pour nous, c'est une zone d'investissement. On a une attention très très particulière à cette zone, qui est la zone active. Et pour le patient, c'est un lieu de stress important, surtout déjà dans la salle d'attente, on peut ressentir éventuellement le stress des patients. À partir du moment où il est dans la salle opératoire ou dans la zone active, ce stress il va augmenter crescendo. Excuse-moi, comment j'enlève ça, cette fenêtre-là? Je vais déplacer cette fenêtre loin de... Déplacer là. Cette fenêtre parce que bah, est-ce que jusque-là, en attendant que l'informaticienne règle l'écran, et comment hein? Allez, on y va. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions à poser jusque-là? Allez-y, je vous entends. Est-ce qu'il y a parmi vous un étudiant qui a besoin d'avoir plus d'explications avant que je continue les diaporamas? Ça va? Je peux continuer? D'accord, ok, ça marche. Attendez. D'accord. D'accord. Donc, on passe. Donc, si je résume un petit peu, vous voyez ce schéma-là. Donc, vous avez là deux cabinets. Regardez, donc vous avez le premier cabinet 1, cabinet 2. Entre les deux, vous avez une salle de stérilisation donc, qui est communicante entre les deux cabinets. Vous avez l'entrée principale, vous avez le hall qui est là. D'accord. Vous avez un espace de dégagement. De ce côté-là, vous avez des vestiaires pour les personnels. Vous avez à ce niveau-là la réception, qu'il faut qu'elle soit automatiquement, comme on va le voir tout à l'heure sur les diapos, donc juste à l'entrée. Ensuite, vous avez les sanitaires, qu'il faut qu'ils soient visibles à l'infirmière qui est à la réception. Et vous avez une salle d'attente un petit peu éloignée par rapport aux deux cabinets, donc 1 et 2, et toujours visible aussi par l'infirmière. D'accord. Et vous voyez très bien qu'il y a au milieu un espace de dégagement qui est primordial pour le praticien et pour l'infirmière pour voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur du cabinet. Donc, dans la zone clinique, on a dit qu'on a une zone active qui est la salle opératoire. Elle est identique, c'est là où il y a de la haute technologie. Vous avez une salle de spécialisation. C'est un centre qui est névralgique de votre cabinet dentaire. Et c'est très très important, doit pouvoir se montrer. Pourquoi? Parce qu'il faut que, vous savez que l'une des peurs, l'une des phobies des patients actuellement, c'est la stérilisation au niveau de nos cabinets dentaires. Donc il est très très important que votre salle de stérilisation soit visible, du moins au patient, à un moment donné, dès qu'il entre au cabinet, ou bien dès qu'il est dans la zone opératoire, il faut qu'il voit cette salle de stérilisation et qu'il voit que votre chaîne de stérilisation, elle est éventuellement respectée. Surtout pour les gens qui sont dans la confrérie, les médecins et qui travaillent un petit peu dans le domaine de la santé. Vous avez, on dit, une salle de radio, vous avez un laboratoire et
Donc, on a aussi un local technique qui comprend le compresseur, ainsi de suite, ou aussi le moteur d'aspiration. Donc cette salle, elle est, vous voyez, donc elle est identique pratiquement pour tout le monde. Vous avez le fauteuil, vous avez vos équipements, on a la radio. Vous notez très très bien que, on va revenir sur ça, que que tout l'immeuble il est derrière le fauteuil. Donc le patient il n'a rien à voir. Donc si vous manipulez vos instruments, vous manipulez par exemple l'anesthésie qui est l'une des causes de phobie, d'anxiété pour les patients. Donc le patient il faut éviter qu'il voit ce que vous faites, d'accord. Donc il faut mettre vos composites, ce que vous voulez. Voilà, à peu près, c'est un exemple, d'accord, d'une installation. Donc là, c'est un travail 80. Donc le patient, vous avez derrière lui, vous avez tout l'appareillage nécessaire pour votre traitement. Et le patient, il ne voit absolument rien du tout de ce qu'on fait. Vous avez la radio, aussi une chose qui est très, très importante. Le patient ne devrait pas bouger du fauteuil pour prendre un cliché radio. Ça, c'est important. Actuellement, avec les RVG, donc la radiovisiologie, c'est plus facile pour nous. Mais si on a besoin de développer le cliché, ça, il faut prendre le cliché dans une chambre noire pour le développer. Mais dans tous les cas, essayez de laisser le patient sur fauteuil. Vous imaginez un petit peu si vous faites de l'endo, vous êtes dans une étape de mensuration et vous cherchez vous travaillez sur une 7 ou sur une 8, vous avez 3 ou 4 instruments dans la cavité buccale, vous faites bouger le patient de son fauteuil vers une salle de radio, comme se passe dans quelques services. Donc, si le patient glisse avec les 4 instruments dans la cavité buccale, vous imaginez les conséquences un petit peu gravissimes de ce déplacement. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire bouger le patient et le maintenir toujours dans une position allongée sur son fauteuil avec un minimum de déplacement. La salle de stérilisation, on s'est dit que c'est un centre névralgique, donc elle doit pouvoir se montrer. On voit ici les autoclaves, comment mettre nos instruments dans les sachets. Donc ça, c'est une preuve que la chaîne de stérilisation est bien respectée. Donc, dans la zone clinique, toujours dans cette optique d'organisation spatiale de travail, vous avez la zone clinique, vous avez une zone semi-active qui n'est pas indispensable. Elle peut s'intégrer à une autre pièce. C'est un espace de stockage. Donc là, vous pouvez mettre vos réserves, les plateaux préparés, pré-préparés, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas une zone qui est indispensable pour votre travail. Et vous avez la zone administrative, qui est une zone qui est semi-active, là où vous avez secrétariat, là où le patient il aura son premier contact avec le cabinet, là où on peut faire notre examen clinique, où l'infirmière elle peut éventuellement commencer son examen clinique, pas sur le patient directement, c'est-à-dire dans la cavité buccale, mais surtout l'anamnèse. Donc, pour avoir les informations nécessaires, nom, prénom, l'âge, si le patient il a des maladies d'ordre général, s'il prend des traitements, s'il a été traité déjà auparavant, comment il est venu chez vous, orienté, etc. etc. Donc, c'est l'infirmière donc, qui accueille et accompagne les patients. Et aussi, c'est une zone qui va vous aider après à avoir des informations nécessaires pour le traitement de votre patient avant que vous voyez déjà le patient. Donc, c'est une pièce maîtresse de l'accueil et c'est le premier contact avec le patient. Donc, vous notez très bien. Donc, on peut avoir ce genre de meubles, d'accord. Donc, je peux avoir ce genre de meuble. Ce que vous notez, que regardez que si le patient est devant vous, il n'aura pas accès visuel sur l'écran de votre ordinateur à ce niveau-là. Attendez. Il y a mon camarade qui demande. Voilà, donc regardez, là c'est la porte d'entrée. Donc il vient directement vers vous, enfin vers votre infirmière ou secrétaire. D'accord. Il y a l'accueil. Donc vous voyez que le système informatique il est mis hors de vue
Dans 10 minutes, il va y avoir une coupure dans 10 minutes. D'accord, vous prenez en considération ça. D'accord, s'il y a une coupure, donc on va enchaîner juste après, d'accord? Ensuite, dans cette zone administrative, c'est une zone qui est passive, et c'est une zone où il y a le repos et détente pour le praticien. Le stress pour le patient, donc c'est une zone qui peut être une zone de stress pour le patient. Là, c'est une salle d'attente. Il faut penser à mettre quelque chose pour une lecture, d'accord? Il y a aussi le bureau du praticien, il y a salle de repos du personnel. D'accord. Et il faut éviter qu'il y ait quand même les odeurs des aliments ou du boisson, comme le café, ainsi de suite. Et vous avez vous sanitaire. N'oubliez pas une chose, c'est que, à titre anecdotique, que généralement, quand un patient vient chez nous avec une rage de dents, avec douleur spontanée, il y a beaucoup de cas où le patient, une fois qu'il est dans le cabinet, il dit qu'il n'a plus mal. Pourquoi il n'a plus mal? Pour la simple raison, c'est que dans cette zone d'attente ou dans cette salle d'attente, le patient il développe tellement de stress et de peur qu'il y a une décharge assez importante d'adrénaline. Et cette décharge d'adrénaline, vous savez que l'adrénaline c'est un vasoconstricteur, donc elle s'oppose automatiquement à la vasodilatation et à la vasoconstriction, donc qui est due à l'inflammation. Automatiquement, donc ça équilibre la pression et ça peut aider le patient à en avoir plus mal. Donc là, c'est une salle d'attente. Il faut penser à mettre quelque chose pour lire aux patients. Vous voyez, donc là, c'est le centre d'accueil. Vous avez là directement, vous avez la salle d'attente. Donc la secrétaire ou l'infirmière, elle peut voir ce qui se passe dans la salle d'attente. Et là, de ce côté, vous avez les sanitaires. Là, vous pouvez avoir un bureau. À vous de l'arranger de la manière que vous jugez utile. Mais j'attire aussi votre attention qu'il faut éviter de mettre votre bureau dans la même salle où vous faites des soins dentaires. C'est très désagréable pour vous, c'est très désagréable pour le patient. Il est toujours préférable de recevoir le patient dans une salle indépendante, d'accord, dans un bureau indépendant, et vous avez donc ce bureau communique avec la salle clinique ou avec votre cabinet pour les soins dentaires. Ça vous permettra aussi, si vous êtes un petit peu fatigué, de vous reposer un petit peu éloigné par rapport à la salle opératoire. En plus que dans votre salle clinique ou dans votre cabinet, vous risquez d'avoir beaucoup de produits aéroportés qui peuvent rester un certain temps dans l'air. Et si vous avez besoin d'aérer la salle clinique, vous pouvez vous isoler un petit peu dans votre bureau pour vous reposer. Ça, c'est les sanitaires. J'attire aussi votre attention que les sanitaires, ça reflète un petit peu la propreté du cabinet, de votre propre cabinet. Donc, il faut qu'il soit entretenu de la même façon que vous entretenez votre cabinet. Les déplacements habituels donc, doivent pouvoir s'effectuer sans gêne personnel ou mutuel. Il faut avoir une largeur de porte qui est suffisante, des couloirs qui sont assez larges. Il ne faut pas faire des couloirs exigus quand même pour faciliter votre déplacement du patient des patients et une circulation sans obstacle. Il ne faut pas charger votre cabinet de meubles ou de beaucoup de choses que vous estimez inutiles. Donc, gardez le strict minimum et axez surtout l'ameublement et l'équipement pour la salle opératoire. Là, vous avez besoin de plus d'espace pour l'occuper avec votre instrumentation et votre appareillage. Pour le travail maintenant et pour les postures de travail, le travail assis il est toujours préférable au travail debout. On vous a toujours dit ça pendant nos enseignements, pendant notre TP, pendant les TD. Pourquoi? Parce que la nuisance, donc, elle impose une immobilité, elle est plus grande. Donc, c'est vrai que le travail assis, il est préférable au travail debout, mais malgré ça, que le travail assis, il a quand même des inconvénients. C'est que cette immobilité, elle engendre des grandes crampes, des fourmillements, douleurs au point d'appui, surtout si vous faites un traitement en dos, par exemple sur une 6 ou sur une 7, ça vous prendra entre une demi-heure à 1 heure et demie, des fois à 2 heures de temps, si vous faites une reprise des traitements, une reconstitution plus importante. Donc, à la longue, vous allez avoir des crampes, des fourmillements au niveau des jambes. Cette façon de travailler, surtout si vous possédez un siège confortable, ça va entraîner une baisse de vigilance de votre part, parce que vous êtes tellement assis confortablement, surtout si vous travaillez avec un microscope.
Donc, vous allez vous imaginer que vous n'êtes pas en situation de, de traitement d'un patient où vous pouvez être distrait à un moment donné et vous risquez de faire des erreurs. Et aussi, l'un des inconvénients, c'est l'augmentation du volume des pieds. Donc, vous pouvez avoir des œdèmes physiologiques, élévation de la température, compression de la face postérieure des cuisses par un siège trop haut, entraînant une gêne de retour vineux. Je reviens sur le siège maintenant de travail, toujours dans l'optique dans les postures de travail. Attends, je vais la mettre encore. Donc, la hauteur, la dimension de ce siège de travail, la hauteur est en fonction de la distance creux poplité sol, qui est réglable de 36 à 40 cm. Et vous avez aussi une profondeur de l'assise, elle est aussi en fonction de la longueur fesses creux poplité, donc qui est de 42 à 52 cm. Donc ça, ce sont des normes. Ce que je donne là, ce sont des normes qui sont codifiées selon différentes études qui ont été effectuées sur les sièges de travail des chirurgiens dentistes. Ça va? Je continue? Je ne vois pas vos messages, donc vous me confirmez par en audio, s'il vous plaît. Je continue? Oui, monsieur, le son et l'image est très clair. Très bien. Je peux continuer à travailler comme ça? Vous êtes à l'aise? Oui, c'est bien. D'accord. Attendez, on a quelques difficultés. Ouais, ça passe. Donc, toujours dans les postures de travail, vous avez donc les surfaces de l'assise. Il faut qu'il y ait une répartition égale des pressions. Donc, je parle toujours du siège de travail. Hein. C'est le siège de travail, la partie mobile que le praticien utilise pour s'asseoir et pour sa mobilité, pour la mobilité au niveau du cabinet dentaire. Donc, il faut qu'il y ait une répartition égale des pressions. Il faut qu'il soit le siège moulé, mousse. Revêtement du sol, le revêtement du siège plutôt, il faut qu'il y ait un revêtement agréable, anti-transpirant, anti-électrostatique. Le dossier, il faut qu'il y ait une inclinaison et un décalage antérieur-postérieur réglable. Il faut qu'il y ait un réglage simple, accessible en position assise, facilement variable. Une fois que vous avez votre réglage, vous pouvez vous verrouiller le verrouillage de votre siège sur le premier réglage et une stabilité. Et là, je souligne un siège à 5 branches ou à 5 roues. Ça, c'est important, d'accord, pour avoir une stabilité. Et bien sûr, il faut qu'il y ait des roulettes pour faciliter votre mouvement. Il ne faut pas qu'il soit un siège fixé au sol. Donc, ce sont aussi des normes qui ont été codifiées par beaucoup d'études permettant ou facilitant le travail des chirurgiens dentistes. On parle le temps et le rythme de travail. Donc, si je comptabilise que vous avez 7 à 9 heures de travail quotidiennement, pour une personne qui a un travail de 35 heures par semaine, donc 5 jours par semaine, vous allez cumuler 55 000 heures en 30 ans, que ce soit en temps plein ou en temps partiel. À vous de le voir. Donc là, vous pouvez travailler en journée continue ou pause déjeuner. Vous faites le continu ou vous faites une pause au milieu. Il faut prendre en considération heure du début de votre travail et heure de la fin, rythme et durée de l'acte, donc soit un quart d'heure, une demi-heure au plus, et bien sûr le respect de l'horaire du rendez-vous. Rajoutez à tout cela les urgences que vous allez recevoir en dehors